Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'aimable invitation de la SFG à venir vous parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler une citation qu'avait écrite Alain Bechtold dans la seconde édition publiée de son textbook sur les glaucomes. Une chirurgie réussie est un événement à marquer d'une pierre blanche dans la vie d'un patient glaucomateux dont l'œil devient obligatoirement soumis au traitement dont l'observance est idéale. Avant de répondre à la question pratique, quand faut-il reprendre un traitement médical, et je m'excuse déjà pour toutes les redondances que mon exposé aura avec celui du Dr Gruber, c'est inéluctable, mais la répétition est la meilleure forme de l'enseignement, je voudrais envisager brièvement 4 points avec vous. D'abord, qu'en est-il des succès, des pourcentages de succès de la trabéculectomie, enfin ce qui est principalement été répertorié dans la littérature et obtenu sans traitement médical d'appoint, ce qui définit un succès complet, et avec traitement médical d'appoint, ce qui définit un succès relatif. En pratique, ces taux de succès varient très largement, allant de 43 à 94% selon les auteurs et les critères de succès. Et ces taux de succès sont bien évidemment fonction de l'expérience du chirurgien, de l'utilisation d'antimétabolites, du type de glaucome et j'en passe. Mais ils varient aussi selon que les auteurs, et c'est le cas pour la majorité d'entre eux, ont considéré un succès obtenu comme une pression inférieure à 21 au dernier contrôle, ou bien une pression cible individuelle, comme qui a été montré plus récemment comme étant plus à même de diminuer le risque d'aggravation des pertes glaucomateuses. De ces 3 tableaux que j'ai réalisés d'une revue de la littérature des pourcentages de succès d'une chirurgie filtrante chez des sujets de race blanche, on voit que les succès relatifs étant indiqués en rouge, on dénombre en fait, je vais passer très vite, un pourcentage, la nécessité d'une reprise d'un traitement médical dans un pourcentage élevé de cas, même pour des yeux qui étaient bien contrôlés à 1 an. Et donc, en effet, on sait on vous l'a dit amplement, que les échecs pressionnels peuvent se manifester à tout moment, au début, des mois, des années après la chirurgie. Dans l'étude de l'eau, je vais revenir en arrière, dans l'étude de l'eau qui vous est dans le... Non, excusez-moi. Voilà. Dans cette étude de Polikoff, on voit que la pression les patients les yeux opérés qui doivent reprendre à terme un traitement local hypotenseur, avaient une pression intraoculaire à 1 an, du moins, avaient à 1 mois post-opératoire, qui est véritablement le moment charnière, une pression intraoculaire significativement plus élevée que les yeux qui ne devaient pas reprendre de traitement local hypotenseur. Et dans cette étude de l'eau, on voit également que lors d'une chirurgie, cette fois-ci de seconde intention, les yeux réopérés, c'est une chose bien connue, doivent reprendre un traitement médical local dans une proportion significativement plus élevée de cas que les patients opérés en première intention avec mitomycine. On va jeter un petit coup d'œil simplement rapide sur ces 2 dernières études qui ont été publiées en 2012. La première a été conduite au Royaume-Uni. Elle porte sur un peu plus de 300 trabéculectomies qui ont été réalisées sans adjonction d'antimétabolites et dont le succès s'est basé sur une PiO inférieure à 21 mm de mercure. Et les résultats de cette étude montrent qu'à 20 ans, c'est l'étude finalement qui a la plus grosse série, le plus long recul, 57% des yeux opérés sont des succès complets, 88% sont des succès relatifs et 15% ont d'ailleurs évolué vers la cécité. Donc en gros, un tiers des patients ont dû reprendre à terme un traitement local, hypotenseur. Dans la deuxième étude, qui a été conduite cette fois aux États-Unis, et qui s'est basée sur un succès, qui a pris comme critère de succès une PiO réduite à une pression cible prédéterminée, on voit que s'il y a 1 an, les taux de succès relatifs avoisinaient les 80%, 4 ans après la chirurgie, les taux de succès relatifs, c'est-à-dire avec et sans traitement, les taux de succès globaux étaient passés à 70%, 60% et 44% pour des niveaux de pression cible prédéterminés, respectivement inférieurs à 18, à 15 et à 12 mm de mercure. Et donc, si l'on extrapole par rapport au taux de succès complet, on peut dire que dans cette série, 15% des yeux ont dû reprendre un traitement médical local en fonction de la pression, du niveau de pression cible recherché.
Qu'en est-il des complications? Deuxième point, les complications post-opératoires de la trabéculectomie. On vous en a largement parlé aujourd'hui. Des très nombreuses complications qui sont susceptibles d'émailler le parcours post-opératoire de la trabéculectomie et également de la chirurgie non perforante. C'est la fibrose conjonctivo-ténonienne au site de filtration qui est la principale complication. L'enchaînement des mécanismes cellulaires qui la sous-tendent repose évidemment sur une prolifération excessive des fibroblastes. Et fait important, sa durée porte sur une petite année au moins. Qu'en est-il maintenant des complications, les complications post-opératoires, les échecs pressionnels liés à cette fibrose excessive, ou du moins les patients chez lesquels on rediscutera la reprise d'un traitement médical local sont bien connus pour être plus fréquents chez les sujets jeunes, chez les sujets mélanodermes, chez les patients, j'y reviendrai dans un instant, qui ont fait l'objet d'un traitement médical au long cours local, chez les patients multi-opérés de glaucome ou qui ont fait l'objet d'une chirurgie ayant touché la conjonctive, mais aussi chez les patients qui ont un glaucome secondaire, notamment s'il est de nature inflammatoire. Deuxième point. Les corticoïdes locaux peuvent-ils induire une hypertension oculaire dans le décours d'une trabéculectomie, d'une chirurgie non perforante? Et finalement, quelle est la place réelle des corticoïdes locaux dans les succès pressionnels? Eh bien, alors qu'il y a plus de 30 ans, l'on considérait volontiers qu'une hypertonie oculaire cortisonique ne pouvait se développer en présence d'une filtration bien fonctionnelle, bien établie. Il y a simplement dans la littérature un unique article de Thomas Edger qui, dans la fin des années 80, ont recensé dans leurs séries à peu près 9% d'hypertension oculaire cortisonique apparue en dehors de toute autre cause et dans les premiers jours ou les premières semaines post-opératoires. En pratique, les auteurs concluaient qu'il ne fallait donc reprendre un traitement local hypotenseur que passer ce délai de 2 mois, c'est-à-dire une fois que les corticoïdes locaux avaient été interrompus. En revanche, cette publication n'a pas donné de suite, mais par contre, les corticoïdes locaux ont bien montré qu'ils étaient associés à un meilleur contrôle du glaucome, à des pressions intraoculaires plus basses, à un pourcentage plus élevé de succès et surtout à un recours moindre d'utilisation de collyre en post-opératoire. Et de plus, il était bien montré également que dans cette étude notamment de Baudouin et collaborateurs qui a été conduite sur l'analyse de 49 biopsies conjonctivales, l'indométacine, un traitement préparatoire par de l'indométacine à 0,1% sans agent conservateur ou de la fluorométholone avec agent conservateur avait permis de diminuer significativement le pourcentage l'inflammation conjonctivale subclinique asymptomatique chez les patients glaucomateux traités au long cours. Cet autre essai clinique randomisé, qui a été conduit sur 2 ans, sur un peu moins de 60 patients glaucomateux programmés pour une trabéculectomie avec un groupe placebo-contrôle, est très clair sur un plan clinique puisqu'il a montré que les patients qui ont reçu un traitement préopératoire pendant 1 an, pendant le mois qui précédait l'intervention, par un anti-inflammatoire non stéroïdien, mais surtout par de la fluorométholone, c'est-à-dire un corticoïde qui est doté d'un moindre potentiel hypertensif, permettait d'améliorer le succès pressionnel, était associé à une diminution de la fréquence des needling de filtration, des bulles de filtration et au recours à un pourcentage significativement moindre de traitement médical chez les patients. Quel est le rôle des collyres antiglaucomateux? Eh bien, je pense que vous êtes tous très versés dans ce domaine et donc il est tout à fait inutile de vous rappeler l'importance de l'état de la conjonctive avant la chirurgie filtrante qui agit comme un véritable réservoir pour le recrutement des fibroblastes et joue un rôle très important dans le comportement des tissus, leur réponse au traumatisme chirurgical. Et à ce titre, je ne vous apprendrai rien en disant que l'usage prolongé des médications antiglaucomateuses et surtout de leur principal agent conservateur, le chlorure de benzalkonium, en serait l'un des principaux facteurs. Les études, parmi toutes les études qui ont été réalisées, les études basées sur des biopsies conjonctivales et des réactions immunocytologiques ont bien montré la présence d'une réaction inflammatoire et ou allergique asymptomatique significative chez des patients glaucomateux traités au long cours par collyre, par opposition glaucomateux traités depuis peu de temps.
Et depuis lors, depuis ces publications, eh bien, nombreux également étaient les travaux qui ont montré que les collyres sans agent conservateur, hypotenseurs, étaient dotés d'un potentiel moins agressif sur les structures oculaires. Que peut-on conclure de tout ceci? Eh bien, c'est que le succès d'une chirurgie filtrante se joue dans le mois qui précède et les 3 mois qui suivent l'intervention. Pour la bulle de filtration se prépare déjà avant l'intervention. C'est la raison pour laquelle les patients qui seront les futurs opérés feront l'objet d'un traitement local préopératoire par de la fluorométholone de préférence à raison de 3 instillations par jour. La décision, la constatation, la prise en charge d'une remontée de tension oculaire et la décision de reprendre à terme un traitement local sera évidemment différente selon le délai de l'intervention. Au cours des 3 premiers mois post-opératoires, on vous l'a dit plusieurs fois 7 jours, on vous l'a fait bien comprendre que c'était la gestion de la bulle de filtration qui était cruciale et qui faisait partie intégrante de l'acte chirurgical. Si vous constatez une remontée tensionnelle entre la 3e et la 6e semaine post-opératoire, vous devez commencer d'abord, avant de vous précipiter sur un collyre hypotenseur, par en rechercher la cause, par un examen clinique soigneux et faire systématiquement une gonioscopie. S'agit-il d'un obstacle interne ou d'un obstacle externe? Et si manifestement il y a un problème de filtration au niveau de la bulle de filtration, il faudra intensifier les corticoïdes locaux jusqu'à 6, 8 et 10 instillations quotidiennes au départ et ne les diminuer que très doucement, les maintenir pendant un minimum de 3 mois. Et on l'a dit aujourd'hui avec le symposium Alcon, que l'on ignorait encore la durée exacte optimale du traitement des corticoïdes locaux après trabéculectomie. Alors il faudra discuter les massages si on y croit, mais éventuellement la section au laser à l'argon d'une ou des sutures du volet scléral, un needling bien entendu de la bulle de filtration, des injections de 5-FU ou d'Avastin. Mais en fait, il n'y a aucune raison de reprendre immédiatement, de se précipiter sur un collyre hypotenseur, à moins d'une poussée hypertensive, d'une piste très critique sur un œil porteur d'un glaucome déjà fortement avancé. Au-delà du 3e, du 6e mois post-opératoire, si vous constatez que la pression intraoculaire remonte insensiblement à un niveau supérieur à celui que vous étiez prédéterminé, là encore, vous allez discuter un traitement hypotenseur, en monothérapie au départ, mais surtout, il faudra d'abord bien examiner votre patient, savoir pourquoi sa tension oculaire remonte et discuter éventuellement, comme vous l'a dit très bien le docteur Gruber, commencer d'abord par discuter un needling ou plusieurs needlings de la bulle de filtration avec du 5-FU, éventuellement de la mitomycine, mais je suis plus prudente pour la mitomycine en sous-conjonctivale. Quel que soit le moment, de toute façon, où vous reprendrez un collyre hypotenseur, il faudra privilégier les collyres sans agent conservateur, car pour la même raison que je vous ai expliqué plus tôt, la reprise d'un collyre avec agent conservateur risque de réactiver les processus d'inflammation et de fibrose conjonctivo-ténonienne et d'amoindrir d'autant les chances de pérennité de la bulle de filtration. Évidemment, pour les patients qui n'ont pas encore de traitement local, il est absolument impératif qu'ils ne se croient pas guéris et qu'ils continuent à rester en post-opératoire un suivi à long terme, qui est certainement de 2 fois par an, certainement minimum de 2 fois par an, pour dépister des éventuelles remontées tensionnelles insidieuses. Et ce suivi devra être renforcé si vous êtes conduit à remettre les patients sous un traitement local. Oh zut, excusez-moi. Voilà. Et vous allez devoir, il faut bien se dire que si vous avez repris un traitement local, comme les médications antiglucomateuses n'étaient plus efficaces puisque vous avez décidé avant la chirurgie, il faut s'attendre à ce que les médications que vous allez prescrire soient absolument soit moins efficaces ou peu efficaces. C'est pour la raison pour laquelle il faudra suivre davantage vos patients. Et de toute façon, avant intervention, tout futur opéré devra être informé que la reprise d'un traitement médical local est toujours une éventualité possible dans son cas particulier et pas forcément le synonyme d'un échec de son intervention, que ce traitement devrait être en théorie allégé par rapport au traitement, du moins pendant un certain temps par rapport au traitement qu'il recevait en préopératoire, et que de toute façon, le gain de pression intraoculaire et le nivellement des pics tensionnels liés à la chirurgie lui procurera de meilleures chances de préserver son potentiel visuel. Je vous remercie de votre attention.